Bienvenue dans ce voyage apaisant à travers le temps, où nous allons explorer ensemble la vie extraordinaire de Louis XIV, le roi Soleil. Ce soir, tandis que vous vous installez confortablement, laissez-moi vous transporter dans l'une des périodes les plus fascinantes de l'histoire de France. Que vous cherchiez à vous endormir paisiblement ou simplement à vous évader dans un récit historique captivant, je suis honoré de partager avec vous ces moments de tranquillité. Fermez doucement les yeux et imaginez avec moi les corridors dorés de Versailles, le murmure des fontaines dans les jardins à la française et la splendeur d'une époque révolue. La naissance miraculeuse du roi Soleil. En cette année 1638, le 5 septembre précisément, au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, un cri retentit dans les appartements royaux. Après 23 années d'attente angoissée, après tant de prières récitées dans les chapelles du royaume, après d'innombrables pèlerinages et promesses faites aux saints, un enfant vient enfin de naître. Louis, que l'on appellera Dieudonné tant sa venue au monde semble miraculeuse, pousse son premier souffle dans un royaume qui désespérait de voir un héritier au trône. Anne d'Autriche, cette reine espagnole qui avait tant souffert des fausses couches et des espoirs déçus, tient enfin dans ses bras le fils qu'elle appelait de tous ses vœux. Son visage, marqué par l'épuisement de l'accouchement, rayonne d'une joie qui fait oublier toutes les années de tristesse. Les larmes coulent sur ses joues tandis qu'elle contemple ce petit être qui assurera la continuité de la dynastie des Bourbons. Les courtisans, massés dans les antichambres, retiennent leur souffle en attendant la confirmation officielle. Lorsque la sage-femme apparaît enfin pour annoncer la naissance d'un garçon, un hurrah s'élève, si puissant qu'il semble ébranler les murs du château. Les cloches sonnent à travers tout Paris, un carillon joyeux qui se propage de clocher en clocher, annonçant la nouvelle qui électrise le royaume entier. Sur les places des marchés, dans les tavernes, dans les échoppes des artisans, partout les Français suspendent leurs activités pour célébrer cet événement. Le peuple, si longtemps inquiet de l'avenir de la monarchie, organise spontanément des réjouissances. Des feux de joie s'allument dans les carrefours. On danse, on boit, on rit. Les fontaines publiques coulent avec du vin plutôt que de l'eau. C'est comme si le royaume entier reprenait espoir, comme si un poids immense venait d'être soulevé des épaules de la nation. Dans les premiers mois de sa vie, le petit Louis grandit entouré de femmes attentionnées qui veillent sur lui avec un soin presque religieux. Des nourrices se succèdent à ses côtés, surveillant chaque instant de son existence avec une vigilance extrême. Les chroniques de l'époque rapportent une anecdote étonnante. Selon le diplomate Hugo Grotius, qui écrivait en 1638, le nouveau-né serait venu au monde avec 2 incisives déjà formées, particularité rare mais attestée chez quelques personnages historiques. Si ce détail peut sembler surprenant, il expliquerait les difficultés rencontrées par les nourrices qui se succédaient pour l'allaiter, chacune souffrant de morsures douloureuses jusqu'à ce que Pierrette Dufour, une robuste paysanne, parvienne finalement à endurer cette épreuve pendant près de 2 ans. Qu'il s'agisse de réalité médicale ou d'embellissements légendaires destinés à souligner le caractère exceptionnel du futur roi, cette histoire illustre bien comment chaque détail de la vie du dauphin était scruté, commenté, interprété comme un signe du destin extraordinaire qui l'attendait. Le palais royal résonne des pas feutrés de ses servantes dévouées, de leurs chuchotements bienveillants. La chambre du dauphin, décorée avec le plus grand raffinement, devient le centre de la vie de cour. Les tapisseries qui ornent les murs représentent des scènes bibliques et mythologiques, promesses de la grandeur à venir. Le berceau, sculpté dans le bois le plus précieux et orné de dorures, est digne d'un futur roi. Au-dessus, un baldaquin de soie brodée d'or protège l'enfant comme une tente céleste. Les jouets qui entourent le petit Louis ne sont pas de simples amusements. Ce sont des miniatures parfaites qui l'initient déjà à son futur métier de roi. Des soldats de plomb représentent les régiments français. Un petit château fort enseigne les principes de la fortification. Un globe terrestre montre l'étendue du monde que la France cherche à influencer. L'épreuve de la fronde et l'éveil politique. Mais l'enfance du futur roi Soleil ne sera pas que tendresse et protection. À l'âge de 4 ans et demi seulement, un événement bouleverse profondément sa vie. Le 14 mai 1643, Louis XIII s'éteint après une longue maladie qui l'a consumé lentement. Le petit Louis, qui joue encore avec des jouets,
qui court dans les couloirs du palais en riant aux éclats, se retrouve soudain investi de la plus haute responsabilité du royaume. Imaginez ce moment poignant, cet enfant qui ne comprend pas vraiment la mort, qui cherche encore son père des yeux, doit maintenant porter le poids d'une couronne qui lui semble beaucoup trop grande pour sa petite tête. Ses petites mains, habituées à tenir des jouets en bois, doivent désormais saisir symboliquement le sceptre royal. Sa voix enfantine, qui babillait encore récemment, doit théoriquement commander à des millions de sujets répartis sur tout le territoire français. Dans les faits, c'est Anne d'Autriche qui assume le pouvoir en tant que régente, aidée par le cardinal Mazarin, cet Italien rusé et cultivé qui avait su gagner la confiance de Louis XIII et qui deviendra le mentor, le guide spirituel et politique du jeune roi. La jeunesse de Louis sera marquée par des épreuves terribles qui forgeront son caractère de fer et sa conception absolue du pouvoir royal. Entre 1648 et 1653, la France est secouée par la Fronde, cette période tumultueuse où parlementaires parisiens et grands nobles se soulèvent contre l'autorité royale dans un mouvement qui menace l'existence même de la monarchie. Cette révolte multiforme trouve ses racines dans le mécontentement fiscal, dans les ressentiments accumulés contre Mazarin, dans les ambitions personnelles de princes qui rêvent de limiter le pouvoir du roi pour accroître le leur. Le jeune Louis, alors âgé de 10 ans seulement, vit des moments absolument terrifiants qui resteront gravés dans sa mémoire jusqu'à sa mort. Une nuit de janvier 1649 demeure particulièrement traumatisante. Le peuple parisien, excité par des agitateurs, en colère contre les taxes qui écrasent les plus pauvres, envahit le palais royal dans une scène de chaos indescriptible. Des centaines de manifestants se pressent dans les couloirs du palais, leurs torches créant des ombres menaçantes sur les murs, leurs cris résonnant comme un tonnerre. Ils réclament de voir le roi, voulant s'assurer qu'on ne l'a pas emmené secrètement hors de Paris. Les gardes, complètement débordés par le nombre, ne peuvent contenir cette marée humaine qui déferle inexorablement vers les appartements royaux. Louis, réveillé en sursaut par le tumulte, le cœur battant à tout rompre, doit feindre le sommeil dans son lit tandis que la foule défile dans sa chambre pour vérifier qu'il n'a pas quitté la capitale. Imaginez la terreur de cet enfant, forcé de rester immobile, les yeux fermés, feignant une paisible respiration pendant que des inconnus s'approchent de son lit, le scrutent, commentent à voix haute sa présence. À la lumière de nos connaissances sur les événements qui suivront, on peut supposer que cette humiliation profonde, ce sentiment de vulnérabilité absolue, cette impuissance révoltante auront marqué profondément le jeune roi. Les historiens s'accordent généralement à voir dans cette nuit traumatisante l'une des clés permettant de comprendre sa conception future du pouvoir et son attitude envers Paris et le peuple. Cette expérience douloureuse pourrait expliquer, du moins en partie, pourquoi Louis XIV choisira plus tard d'établir définitivement sa cour à Versailles, loin de la capitale turbulente qu'il avait tant effrayée dans son enfance. Les années de la Fronde obligent la cour à fuir Paris à plusieurs reprises, abandonnant précipitamment la capitale dans des conditions parfois précaires qui contrastent cruellement avec la pompe habituelle de la royauté. Louis découvre alors la France au-delà de la capitale, voyageant de château en château, parfois dans l'urgence, parfois dans le dénuement relatif, logeant dans des résidences qui n'ont pas été préparées pour accueillir la majesté royale. Ces déplacements forcés lui enseignent la géographie concrète de son royaume, mais aussi et surtout la fragilité terrible du pouvoir royal face à une noblesse rebelle qui ne respecte plus l'autorité monarchique. Il observe attentivement Mazarin manœuvrer habilement entre les différentes factions, jouant les unes contre les autres avec une intelligence politique remarquable, concédant parfois pour mieux reprendre ensuite, négociant en permanence, apprenant les subtilités infinies de la diplomatie et de la manipulation politique. Le cardinal devient son maître incontesté en l'art de régner, lui enseignant patiemment que le pouvoir absolu ne se décrète pas simplement, mais se construit jour après jour avec intelligence, ruse, patience et une détermination inflexible. Durant ces années formatrices et douloureuses, Louis échappe plusieurs fois à la mort, comme si le destin voulait éprouver celui qui allait devenir le plus grand monarque de l'histoire de France. À 5 ans, il manque de se noyer dans l'un des bassins du jardin du Palais Royal.
Seule la vigilance extraordinaire d'un serviteur présent par hasard le sauve in extremis d'une mort certaine. L'enfant avait glissé dans l'eau, ses lourds vêtements l'entraînaient vers le fond. Le serviteur plongea sans hésiter, ramenant à la surface un Louis terrorisé, toussant et crachant l'eau qu'il avait avalée. À 9 ans, en novembre 1647, il contracte la variole, cette maladie redoutable qui tue alors des milliers de personnes chaque année et qui laisse des cicatrices indélébiles sur le visage des survivants. Pendant 10 jours interminables, les médecins n'ont plus aucun espoir. La fièvre consume le petit corps de Louis. Les éruptions purulentes couvrent son visage et son torse. Toute la cour retient son souffle. Anne d'Autriche passe ses journées et ses nuits en prière, implorant Dieu d'épargner son fils unique. Des messes sont dites dans toutes les églises du royaume. Mais le jeune Louis se remet miraculeusement, démontrant une constitution robuste qui le servira tout au long de sa longue vie. L'apprentissage du métier de roi. L'éducation du jeune roi ne néglige aucun domaine du savoir et des compétences qu'un monarque absolu doit maîtriser. Mazarin veille personnellement à sa formation, lui enseignant avec une patience infinie l'art complexe de la politique, les finesses de la diplomatie internationale, les principes fondamentaux de la stratégie militaire. Mais Louis n'est pas un élève particulièrement studieux dans les matières académiques traditionnelles. Les cours de latin l'ennuient, même s'il finit par en acquérir une connaissance correcte. L'histoire l'intéresse davantage, surtout quand elle raconte les exploits de ses ancêtres. Les mathématiques lui semblent abstraites et difficiles. L'italien et le dessin ne le passionnent guère. En revanche, il préfère nettement les activités physiques et les arts qui sollicitent le corps autant que l'esprit. Il montre un goût prononcé et précoce pour la chasse, cette passion aristocratique par excellence qui combine exercice physique, stratégie, courage et maîtrise de soi. Le jeu de paume, ancêtre du tennis moderne, l'attire également. Il y excelle rapidement, développant une coordination et une agilité remarquables. Ces activités sportives ne sont pas de simples loisirs. Elles forgent son corps, développent son endurance et lui enseignent l'esprit de compétition et le goût de la victoire. Pourtant, Louis possède une sensibilité artistique profonde et authentique qui surprend son entourage. Influencé par Mazarin, ce grand collectionneur d'art italien qui possède des tableaux et des sculptures de maître, Louis développe une passion sincère pour la peinture et l'architecture. Il peut passer des heures à contempler les tableaux de la collection royale, à analyser leur composition, à comprendre leur technique. Cette sensibilité esthétique influencera profondément ses projets architecturaux futurs, notamment la transformation de Versailles. Mais c'est surtout la musique et la danse qui le fascinent véritablement. On raconte qu'entre 7 et 27 ans, il s'entraîne environ 2 heures par jour à cet art exigeant qui était alors une composante absolument essentielle de l'éducation d'un gentilhomme. La danse à cette époque n'est pas qu'un divertissement. C'est un langage corporel sophistiqué, une expression de l'harmonie sociale, un exercice de grâce et de maîtrise de soi. Les ballets de cour sont des spectacles politiques où la noblesse affirme sa supériorité culturelle et sa cohésion. C'est d'ailleurs lors d'un ballet de cour en 1653, alors que Louis n'a que 15 ans, qu'il apparaît pour la première fois costumé en Apollon, le dieu solaire de la mythologie grecque. Vêtu d'un costume éblouissant, couvert de rayons dorés qui scintillent sous les chandelles, le jeune roi incarne le dieu qui apporte la lumière et l'ordre au monde. Cette image puissante du roi en soleil, dispensateur de lumière et de vie, restera associée à lui pour l'éternité. Elle deviendra le symbole central de son règne, son emblème personnel, la métaphore parfaite de sa conception du pouvoir absolu dont il est le centre lumineux autour duquel tout le royaume gravite. La prise du pouvoir personnel. Le 9 mars 1661 marque un tournant absolument décisif dans la vie de Louis et dans l'histoire de la monarchie française. Ce jour-là, après une longue maladie qui l'a affaibli progressivement, Mazarin s'éteint dans sa résidence parisienne, entouré de ses proches et des plus hauts personnages du royaume. Le cardinal laisse derrière lui une fortune colossale, fruit de décennies de service royal mais aussi d'enrichissement personnel systématique qui a scandalisé nombre de ses contemporains. Le lendemain de cette mort, le 10 mars donc,
le jeune roi âgé de 22 ans convoque son conseil dans une atmosphère de grande solennité. Tous les ministres, tous les grands officiers s'attendent naturellement à ce qu'il nomme un nouveau Premier ministre qui dirigera le gouvernement à sa place, perpétuant ainsi une tradition bien établie depuis Richelieu. Mais Louis les stupéfie tous en déclarant d'une voix calme mais ferme qu'il gouvernera désormais seul, sans ministre principal, prenant personnellement en main toutes les décisions importantes. Cette décision révolutionnaire et audacieuse rompt radicalement avec des décennies de tradition monarchique française. Richelieu sous Louis XIII, puis Mazarin sous la régence d'Anne d'Autriche, avaient concentré l'essentiel du pouvoir exécutif entre leurs mains, réduisant le roi à un rôle plus symbolique que effectif. Louis XIV refuse catégoriquement cette délégation de pouvoir. Il entend être véritablement le maître absolu et incontesté de son royaume, celui qui décide en dernière instance de tout, du plus petit détail administratif aux plus grandes orientations politiques. Dans ses mémoires qu'il rédigera pour l'instruction de son fils, il écrira cette phrase révélatrice: « Le métier de roi est noble, grand et délicieux lorsqu'on se sent digne de bien s'acquitter de tout ce qu'on s'engage à faire. » Pour asseoir immédiatement son autorité personnelle et démontrer à tous qu'une nouvelle ère commence, Louis frappe un grand coup spectaculaire qui résonne dans tout le royaume. Le 5 septembre 1661, jour même de ses 23 ans, il fait arrêter en plein jour Nicolas Fouquet, le surintendant des finances, l'un des hommes les plus puissants et les plus riches de France. Fouquet avait commis l'erreur fatale de vouloir briller davantage que le roi lui-même, d'étaler une richesse et une magnificence qui semblaient défier la majesté royale. Le 17 août précédent, Fouquet avait organisé une fête absolument somptueuse dans son château de Vaux-le-Vicomte pour honorer le jeune roi. Mais le faste déployé ce jour-là, l'incroyable beauté des jardins dessinés par le nôtre, la splendeur du château édifié par le Vaux, les décorations éblouissantes de Lebrun, tout démontrait une richesse insolente qui semblait presque narguer la pauvreté relative de Louis. Molière avait créé spécialement pour l'occasion une comédie-ballet intitulée Les Fâcheux. Un feu d'artifice grandiose et spectaculaire avait conclu la soirée dans un embrasement de couleurs et de lumière qui rivalisait avec le soleil lui-même. En quittant Vaux cette nuit-là, Louis bouillait intérieurement de fureur et d'humiliation. Comment un simple surintendant, un homme qui n'était même pas de sang royal, osait-il étaler une magnificence qui éclipsait celle du roi de France? Cette nuit-là, Louis prit sa décision. Quelques semaines plus tard, D'Artagnan, le célèbre capitaine des mousquetaires, arrêtait Fouquet à Nantes sur ordre royal. L'accusation officielle portait sur des malversations financières et des détournements de fonds publics. En réalité, Louis voulait éliminer un rival potentiel qui incarnait la possibilité qu'un sujet puisse surpasser son roi en richesse et en splendeur, et démontrer spectaculairement à tous que personne, aussi puissant soit-il, ne pouvait se mesurer au monarque. Les femmes dans la vie du roi Soleil. Mais Louis n'était pas seulement un politique et un bâtisseur. C'était aussi un homme sensuel, passionné, qui accorda une place considérable aux femmes dans sa vie. Son premier véritable amour fut Marie Mancini, la nièce du cardinal Mazarin. Cette jeune Italienne au charme exotique et à l'esprit vif séduisit le jeune Louis alors âgé de 17 ans. Leur romance fut intense mais impossible politiquement. Mazarin lui-même, oncle de Marie, s'opposa fermement à cette union qui n'apportait aucun avantage diplomatique à la France. La raison d'État l'emporta sur les sentiments, et Marie dut s'exiler loin de la cour. La dernière entrevue entre les deux amants, le 22 juin 1659, fut déchirante. Louis pleura, ce qui était extraordinaire pour un roi, mais il accepta finalement son devoir. Conformément au traité des Pyrénées qui mettait fin à la guerre franco-espagnole, Louis épousa le 9 juin 1660 l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, fille du roi Philippe IV d'Espagne. Cette princesse espagnole, douce et timide, presque naïve selon certains témoignages, aimait profondément son époux. Mais Louis ne partageait pas ses sentiments. Il la traitait avec respect et courtoisie en public, remplissait son devoir conjugal, mais son cœur était ailleurs. Marie-Thérèse souffrit terriblement des infidélités répétées de son mari, mais sa piété profonde et son éducation stricte l'empêchèrent de jamais faire scandale.
Elle accepta en silence les humiliations, les maîtresses qui paradaient à la cour, supportant avec une dignité admirable une situation qui la brisait intérieurement. La première favorite officielle fut Louise de la Vallière, une jeune fille douce et sentimentale qui vécut à la cour de 1661 à 1674. Contrairement aux favorites qui suivront, Louise était discrète, presque timide. Elle cherchait à éviter de blesser la reine, ce qui témoignait d'une certaine délicatesse de sentiment. Elle donna au roi 4 enfants, dont 2 survécurent et furent légitimés, Marie-Anne de Bourbon et Louis, comte de Vermandois. Mais son règne sur le cœur du roi prit fin lorsqu'une rivale plus flamboyante apparut, Madame de Montespan. Françoise Athénaïs de Rochechouart, marquise de Montespan, possédait tout ce que Louise n'avait pas, un esprit vif et mordant, une conversation brillante, une beauté éclatante, une personnalité dominatrice. Elle séduisit Louis à l'automne 1666 et devint rapidement la favorite tout-puissante. Son arrogance et son orgueil tranchaient cruellement avec la douceur de Louise. La pauvre reine Marie-Thérèse ne put résister longtemps face à cette nouvelle rivale après quelques éclats de colère rapidement réprimés. Une situation extraordinaire s'installa alors à Versailles. Louis força Marie-Thérèse à prendre comme dame de compagnie à la fois Louise de la Vallière et Madame de Montespan. Le roi voyageait ouvertement avec son épouse et ses 2 maîtresses, imposant à la cour le spectacle de cette cohabitation humiliante pour la reine. Madame de Montespan donna au roi 7 enfants, dont 6 furent légitimés. Louis lui offrit le palais de Clagny, destiné à accueillir cette nombreuse progéniture. Elle occupa des appartements prestigieux à Versailles, plus spacieux même que ceux de la reine, décorés avec un luxe inouï. Mais le destin de Madame de Montespan bascula en 1680 lorsqu'elle fut compromise dans la terrible affaire des poisons. Cette sombre histoire révéla que plusieurs dames de la haute société, dont peut-être Montespan elle-même, avaient eu recours à des sorcières, à des empoisonneuses, pour obtenir des filtres d'amour ou éliminer des rivales. Bien que Louis étouffât l'affaire pour protéger sa favorite, leur relation ne se remit jamais complètement de ce scandale. C'est alors qu'apparut celle qui allait devenir la dernière et la plus influente des femmes de Louis, Françoise d'Aubigné, veuve Scarron, que le roi avait nommée marquise de Maintenon. Cette femme extraordinaire au parcours incroyable était née dans la prison de Niort où son père était incarcéré. Petite fille du poète Huguenot Agrippa d'Aubigné, elle avait connu une enfance misérable, passant même quelques années en Martinique où sa famille avait tenté de refaire fortune sans succès. De retour en France, sans dot, elle avait épousé le poète Paul Scarron, vieux et paralytique mais spirituel, qui la fit apprécier de la haute société parisienne. Devenue veuve, elle fut engagée en 1669 comme gouvernante des enfants illégitimes que Louis avait eus avec Madame de Montespan. Ces enfants devaient être tenus cachés car Montespan était marié. Françoise les éleva comme ses propres enfants dans une propriété du village de Vaugirard. Les relations entre elle et Louis furent d'abord très froides, presque hostiles. Mais la mort du premier enfant confié à Françoise émut profondément le roi. Ses visites à Vaugirard se multiplièrent. Il découvrit progressivement cette femme à l'esprit aiguisé, à la conversation captivante, à la piété sincère. Sur les instances de Madame de Maintenon, Louis se rapprocha de son épouse Marie-Thérèse vers 1680. La reine, comblée de bonheur et émue par ses attentions inattendues après tant d'années de négligence, dit avec reconnaissance : « Dieu a suscité Madame de Maintenon pour me rendre le cœur du roi. Jamais il ne m'a traité avec autant de tendresse que depuis qu'il l'écoute. » Les 3 dernières années de Marie-Thérèse furent ainsi les plus heureuses de sa vie conjugale. Lorsque la reine mourut soudainement le 30 juillet 1683, Louis aurait prononcé cette phrase terrible et révélatrice : « Voilà le premier chagrin qu'elle me cause. » 2 mois plus tard seulement, dans la nuit du 9 au 10 octobre 1683, Louis épousa secrètement Madame de Maintenon lors d'une cérémonie sobre en présence de quelques témoins seulement, dont Louvois et Bontemps. Ce mariage resta officiellement secret, bien qu'il fût rapidement connu de toute la cour. Madame de Maintenon ne porta jamais le titre de reine, mais son influence sur Louis devint considérable. La construction de Versailles.
Pendant toutes ces années agitées sentimentalement, Louis travaillait simultanément à son grand projet architectural qui incarnerait sa vision de la monarchie absolue. Transformer le modeste pavillon de chasse de Versailles, hérité de son père Louis XIII, en le plus magnifique palais que l'Europe ait jamais connu. Dès 1661, il commence à y consacrer des sommes considérables qui scandalisent même certains de ses conseillers. Entre 1661 et 1662, il dépense déjà plus d'1,5 million de livres en modifications et embellissements. Mais c'est en 1664 que débute véritablement la première grande campagne de construction qui transformera radicalement le site. Louis engage les meilleurs artistes et artisans non seulement de France mais de toute l'Europe. Louis Levaux, l'architecte brillant qui avait travaillé pour Fouquet à Vaux-le-Vicomte, se voit confier la conception du nouveau palais. André Le Nôtre, le plus grand jardinier de son temps, dessine les jardins selon les principes rigoureux de symétrie et de géométrie qui caractérisent l'art des jardins à la française. Charles Lebrun, peintre talentueux et organisateur hors pair, orchestre toute la décoration intérieure, créant un programme iconographique cohérent qui célèbre la gloire du roi à travers des allégories mythologiques savantes et des scènes historiques édifiantes. Le chantier de Versailles soulève immédiatement des critiques acerbes. Le site paraît vraiment mal choisi à beaucoup. Le duc de Saint-Simon, ce mémorialiste détestable mais talentueux qui vouera une haine tenace à Louis XIV, écrira plus tard avec son venin habituel « Versailles, lieu ingrat, triste, sans vue, sans bois, sans eau, sans terre, parce que tout est sable mouvant et marécage, sans air par conséquent qui n'est pas bon. » Et il faut reconnaître que le terrain pose effectivement d'énormes difficultés techniques et logistiques. Il faut assécher laborieusement des marécages pestilentiels, niveler patiemment des collines, amener des quantités colossales de terre fertile, détourner des cours d'eau entiers pour alimenter les futures fontaines. On estime qu'à certaines périodes, jusqu'à 36 000 ouvriers et 6 000 chevaux travaillent simultanément sur ce chantier titanesque. Les conditions sont souvent extrêmement pénibles, notamment durant l'hiver quand le gel rend le travail presque impossible. Les accidents sont fréquents et meurtriers. Des centaines, peut-être des milliers d'ouvriers meurent sur ce chantier, victimes de la fatigue, des maladies liées au marécage, des accidents de construction. Mais Louis ne se laisse jamais décourager par ces obstacles ni par ces critiques. Il visite régulièrement le chantier, parfois plusieurs fois par semaine, discute longuement avec les architectes, examine minutieusement les plans, suggère des modifications, impose sa vision. Son attention obsessionnelle aux détails devient légendaire et parfois épuisante pour ses collaborateurs. En 1678, Louis confie à Jules Hardouin Mansart, neveu de François Mansart, la construction d'une immense galerie qui deviendra son chef-d'œuvre absolu, la Galerie des Glaces. Cette salle spectaculaire, longue de 73 mètres, présente 17 fenêtres donnant sur les jardins, face auxquelles 357 miroirs créent une illusion magique d'espace infini. À cette époque, les miroirs de grande taille sont extrêmement rares, difficiles à fabriquer et donc extraordinairement coûteux. Les maîtres verriers vénitiens détiennent jalousement le monopole de leur fabrication, gardant leurs secrets de fabrication comme des trésors d'État. Louis attire certains de ses artisans en France en leur offrant des salaires considérables et des privilèges exceptionnels, provoquant la fureur de la République de Venise qui tente même de les assassiner pour protéger son monopole. La Galerie des Glaces devient ainsi non seulement un chef-d'œuvre esthétique qui éblouit tous les visiteurs, mais aussi une démonstration éclatante de la capacité de la France à rivaliser avec Venise dans les techniques les plus sophistiquées. Le plafond de la galerie est décoré par Lebrun qui y peint 30 compositions magistrales illustrant les victoires militaires et diplomatiques de Louis XIV, ainsi que ses réformes administratives qui ont modernisé le royaume. L'ensemble forme un hymne grandiose et cohérent à la gloire du roi Soleil. Pour alimenter en eau les centaines de fontaines que le nôtre a conçues dans les jardins, des prouesses d'ingénierie extraordinaires sont absolument nécessaires. La fameuse machine de Marly, achevée en 1684 après des années de travaux acharnés, constitue l'un des chefs-d'œuvre techniques du siècle. Ce système complexe de pompes, actionné par 14 immenses roues à aubes installées sur la Seine,
permet de remonter l'eau sur plus de 150 mètres de dénivelé pour approvisionner les réservoirs de Versailles situés sur un plateau. Le bruit assourdissant de cette machine gigantesque devient rapidement célèbre, audible à plusieurs kilomètres à la ronde, un grondement permanent qui témoigne de l'effort technique colossal. Des dizaines d'ingénieurs spécialisés et de techniciens qualifiés travaillent à son entretien permanent car elle tombe constamment en panne. Malgré cet investissement financier et technique colossal qui ruine presque le royaume, l'approvisionnement en eau reste toujours dramatiquement insuffisant pour faire fonctionner toutes les fontaines simultanément. Elles ne jaillissent toutes ensemble que lors des très grandes occasions royales. Quand le roi se promène dans les jardins, des fontainiers postés stratégiquement le long de son parcours habituel actionnent les jets d'eau à son passage immédiat avant de les interrompre rapidement dès qu'il s'éloigne, créant l'illusion que toutes les fontaines fonctionnent en permanence. L'installation permanente de la cour à Versailles. Le 6 mai 1682, Louis prend une décision historique qui bouleverse profondément l'organisation politique et sociale de la France. Il transfère officiellement et définitivement le siège du gouvernement de Paris à Versailles. Cette décision n'est pas seulement symbolique ou capricieuse. Elle transforme Versailles en véritable capitale administrative et politique où réside désormais en permanence l'ensemble de la cour royale, soit environ 10 000 personnes. La famille royale élargie, les princes du sang, les ducs et duchesses, les ministres et leurs familles, les courtisans de tout rang qui espèrent approcher le roi, sans oublier les milliers de domestiques, artisans et fournisseurs nécessaires au fonctionnement quotidien de cette ruche humaine bourdonnante. Cette migration massive pose des défis logistiques absolument immenses et sans précédent. Il faut loger confortablement, nourrir copieusement, divertir constamment tout ce monde dans un palais qui, aussi grand soit-il, ne suffira jamais vraiment. Mansart construit rapidement 2 nouvelles ailes monumentales pour accueillir cette population. L'aile du Midi, réservée aux princes du sang et aux membres de la famille royale, achevée en 1682, et l'aile du Nord, destinée aux courtisans de haut rang, terminée en 1689. Ces extensions créent 175 nouveaux logements, mais la demande dépasse toujours largement l'offre disponible. L'attribution des appartements devient un enjeu politique majeur qui occupe constamment les esprits. La proximité géographique des chambres royales signifie directement faveur politique et influence réelle sur les décisions du monarque. Les courtisans se battent littéralement, intriguent sans cesse, dépensent des fortunes en cadeaux et en pots de vin pour obtenir ne serait-ce qu'un petit cabinet inconfortable dans les combles du palais, sous les toits brûlants en été et glacial en hiver. Être logé à Versailles, même misérablement, vaut infiniment mieux qu'être obligé de loger en ville et de faire quotidiennement le trajet. L'étiquette ou l'art de gouverner par le cérémonial. Louis transforme magistralement Versailles en instrument de gouvernement en y établissant une étiquette, c'est-à-dire un ensemble de règles extrêmement complexes, minutieuses et contraignantes qui régissent chaque aspect de la vie de cour, du lever au coucher, des repas aux promenades, des audiences au divertissement. Cette étiquette, héritée du règne d'Henri III mais considérablement développée, raffinée et systématisée sous Louis XIV, sert plusieurs objectifs politiques essentiels. D'abord, elle organise efficacement la vie quotidienne d'une communauté de plusieurs milliers de personnes qui vivent dans une promiscuité permanente. Ensuite, elle crée une hiérarchie parfaitement visible et lisible où chaque privilège, chaque honneur, chaque préséance reflète exactement le rang et la faveur dont jouit son bénéficiaire à un moment donné. Enfin, et c'est peut-être le plus important politiquement, elle occupe constamment la noblesse dans une compétition épuisante et ruineuse pour les honneurs de cour, la détournant ainsi complètement des ambitions politiques qui avaient caractérisé la Fronde et menacé la monarchie. La journée du roi suit un emploi du temps réglé avec une précision d'horloge suisse qui permet à quiconque connaît les usages de savoir exactement ce que fait le roi à chaque instant. Saint-Simon écrira avec une pointe d'ironie mais beaucoup de vérité. Avec un almanach et une montre, on pouvait, à 300 lieues de lui, dire avec justesse ce qu'il faisait. Vers 8 heures du matin, le premier valet de chambre, qui a passé toute la nuit dans la chambre royale sur un lit de camp inconfortable placé au pied du baldaquin du roi, s'approche respectueusement du lit royal et murmure avec déférence « Sire, voilà l'heure ». Commence alors le lever,
Cérémonie d'une complexité fascinante qui transforme le simple acte de se réveiller en un rituel politique chargé de signification. Le lever se divise en plusieurs étapes strictement codifiées. D'abord le petit lever, réservé exclusivement aux membres très proches de la famille royale et aux plus hauts dignitaires de l'État. Puis les grandes entrées, où d'autres privilégiés soigneusement sélectionnés sont progressivement admis. Enfin le grand lever, théoriquement ouvert à tous les gentilshommes de la cour ayant le droit d'entrer, mais en pratique limité par la taille de la chambre. Chaque geste du roi est minutieusement codifié et chargé de symbolisme. Le grand chambellan présente solennellement le bénitier. Louis se signe lentement. Le premier médecin et le premier chirurgien entrent pour examiner brièvement le roi, s'assurant de sa bonne santé. Puis c'est le tour du barbier et du perruquier. Louis choisit parmi plusieurs perruques soigneusement présentées celle qu'il portera ce jour-là. Chaque perruque correspond à une activité spécifique: conseil, chasse, promenade, cérémonie publique. Le roi se lève majestueusement de son lit, chausse ses mules brodées, enfile sa robe de chambre de soie, s'assoit dans un fauteuil doré. Le barbier le peigne délicatement, le rase tous les 2 jours avec des rasoirs affûtés à la perfection. Pendant tout ce temps, les courtiers assistent silencieusement à ces rituels, observant avec une attention extrême les moindres signes de faveur ou de défaveur que le roi pourrait manifester envers l'un ou l'autre. Un regard appuyé, un sourire fugace, un mot aimable peuvent transformer instantanément une carrière, ouvrir des portes jusqu'alors fermées. A l'inverse, l'indifférence royale, un froncement de sourcils, un silence prolongé condamne impitoyablement à l'obscurité politique et sociale. Les repas du roi deviennent également des cérémonies publiques hautement codifiées. À 22h, la foule se presse dans l'antichambre de l'appartement du roi pour assister au souper au grand couvert, spectacle quotidien qui attire des centaines de curieux. Le roi s'assied à une table en demi-cercle, entouré par les membres de la famille royale, monsieur son frère, madame, les duchesses et princesses. Le repas suit un protocole d'une rigueur absolue. Chaque plat est cérémonieusement annoncé, présenté au roi, goûté par un officier pour vérifier qu'il n'est pas empoisonné avant d'être finalement servi au monarque. Cette vie si minutieusement réglée ne laisse littéralement aucun moment au hasard ou à la spontanéité. Tout est calculé pour exalter constamment la majesté royale, pour rappeler à chaque instant que le roi n'est pas un homme ordinaire soumis aux contingences communes mais un être à part, sacré, choisi par Dieu lui-même pour gouverner. Cette sacralisation permanente du monarque atteint son apogée dans l'aménagement même de la chambre royale. En 1701, Louis transfère sa chambre au centre géométrique exact du château, là où se trouve aujourd'hui celle que visitent les touristes. Le lit royal, placé majestueusement dans une alcôve séparée du reste de la pièce par une balustrade dorée, devient comme un autel sacré. Seuls les plus privilégiés, les plus favorisés peuvent franchir cette balustrade symbolique et s'approcher physiquement du souverain. Les guerres et la politique étrangère. Mais Louis n'était pas seulement un bâtisseur et un organisateur de cérémonies. C'était aussi un roi guerrier qui consacrera 32 années de son règne à faire la guerre, cherchant la gloire militaire, l'expansion territoriale et l'affirmation de la puissance française en Europe. Dès 1667, il lance la guerre de dévolution contre l'Espagne. Invoquant une ancienne coutume brabançonne qui privilégie les enfants d'un premier mariage, Louis revendique au nom de sa femme Marie-Thérèse certaines provinces des Pays-Bas espagnols. Cette première guerre tourne rapidement à l'avantage de la France grâce à l'efficacité de Louvois et au génie de Vauban qui s'emparent de la citadelle de Lille. Mais les puissances européennes s'inquiètent déjà de l'appétit territorial français. Le traité d'Aix-la-Chapelle en 1668 donne à Louis quelques gains mais frustre ses ambitions. En 1672, commence la guerre de Hollande qui durera 6 années épuisantes. Louis envahit les Provinces-Unies avec une rapidité foudroyante. Mais Guillaume d'Orange ordonne de rompre les digues et d'inonder le pays. Cette tactique désespérée ralentit l'avance française et permet la formation d'une coalition européenne contre la France. Le traité de Nimègue en 1678 donne finalement à Louis la Franche-Comté et plusieurs villes flamandes. Puis vient la politique des réunions et la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui commence en 1688.
Cette guerre longue, rude et coûteuse marque le début des grandes difficultés du règne. Malgré tout, les traités de Ryswick en 1697 permettent à la France de conserver l'Alsace. Enfin, la terrible guerre de succession d'Espagne éclate en 1701 et ne se terminera qu'en 1714, épuisant complètement le royaume. Les défaites se succèdent, Blenheim en 1704, Ramillies en 1706, Audenarde en 1708, Malplaquet en 1709. Le territoire français est menacé. En 1709, Louis en est réduit à demander la paix, prêt à accepter des conditions humiliantes. L'hiver 1709 est apocalyptique. Un froid polaire s'abat sur la France. Les récoltes sont détruites. La famine tue des centaines de milliers de personnes. Mais Louis refuse l'inacceptable, aider à détrôner son propre petit-fils du trône d'Espagne. Les traités d'Utrecht en 1713 et de Rastatt en 1714 mettent enfin fin à ce cauchemar. Philippe V reste roi d'Espagne mais renonce à la couronne de France. La France cède certains territoires mais sauve l'essentiel. Les tragédies familiales et la fin du règne. Les dernières années de Louis sont assombries par des tragédies familiales déchirantes qui frappent en cascade. Le 14 avril 1711, son fils le grand dauphin, Monseigneur, meurt à l'âge de 49 ans de la variole dans son château de Meudon. Louis XIV, dévasté, écrit à son petit-fils Philippe V d'Espagne: « J'ai perdu mon fils et vous perdez en lui un père qui vous aimait tendrement. » Mais le pire reste à venir. L'année suivante, en février 1712, une épidémie de rougeole s'abat sur la famille royale avec une violence terrible. Le 7 février, la duchesse de Bourgogne, Marie-Adélaïde de Savoie, adorée de toute la cour, est prise de vomissements et de convulsions. Le diagnostic tombe rapidement, la rougeole. Le 12 février 1712, à l'âge de 26 ans seulement, elle s'éteint après d'atroces souffrances, murmurant ces mots désabusés: « Princesse aujourd'hui, demain rien, dans 2 jours oubliés. » Son époux, le duc de Bourgogne, nouveau dauphin de France, ne lui survit que 6 jours. Ayant refusé de quitter le chevet de sa femme bien-aimée durant toute sa maladie, il contracte à son tour la terrible maladie. Les mêmes marques rougeâtres apparaissent sur son visage. Résigné, écrasé de douleur, il s'éteint le 18 février 1712 au château de Marly, à l'âge de 29 ans. Leurs 2 cercueils sont conduits ensemble à Saint-Denis dans une tristesse indicible. 3 semaines plus tard, le 8 mars 1712, c'est au tour de leur fils aîné, le petit duc de Bretagne, âgé de 5 ans à peine, de succomber à la même épidémie de rougeole. Les médecins, ne sachant que faire, le saignent abondamment, ce qui contribue sans doute à hâter sa fin. De tous leurs enfants, seul survit le cadet, Louis duc d'Anjou, un frêle enfant de 2 ans, sauvé miraculeusement par sa gouvernante, la duchesse de Ventadour, qui a eu la présence d'esprit de s'enfermer avec lui et d'interdire aux médecins de le saigner. Cet enfant fragile devient l'unique héritier légitime d'un roi de 74 ans. La série noire continue. En 1714, Charles duc de Berry, le dernier petit-fils de Louis XIV, meurt sans héritier des suites d'une chute de cheval. En l'espace de 3 ans, le roi a perdu son fils, 2 petits-fils et un arrière-petit-fils. De toute sa descendance légitime, il ne reste plus qu'un arrière-petit-fils de 4 ans, malingre et affaibli, le futur Louis XV. En août 1715, Louis ressent une douleur à la jambe gauche. Une gangrène se déclare. Malgré des souffrances atroces, le roi continue ses occupations jusqu'au bout. Le 31 août, il reçoit les derniers sacrements. Il fait venir le petit dauphin et lui dit: « Mon enfant, vous allez être le plus grand roi du monde. N'oubliez jamais les obligations que vous avez à Dieu. Ne m'imitez pas dans le goût que j'ai eu pour les bâtiments ni dans celui que j'ai eu pour la guerre. » Louis meurt le dimanche 1er septembre 1715 à 8h15 du matin, 3 jours avant d'avoir 77 ans. Son règne de 72 ans s'achève dans une atmosphère bien différente de celle qui avait salué sa naissance. Le 9 septembre, le cortège funèbre quitte Versailles pour Saint-Denis. Cette procession nocturne immense, composée de plus de 1000 personnes dont 800 cavaliers portant des flambeaux de cire blanche, emprunte la route des Princes, qui évite soigneusement Paris.
À la lumière de nos connaissances, on peut supposer que cette décision visait à éviter d'éventuelles manifestations hostiles, car le sentiment populaire envers le roi défunt s'était considérablement refroidi après des décennies de guerres épuisantes et d'impôts écrasants. Rapidement, des libelles clandestins circulent dans tout Paris, rappelant avec amertume que Louis XIV fut avant tout le grand roi des impôts. Comme le clame ce quatrain sarcastique, le grand Louis est trépassé et les médecins ont trouvé de sang qu'il n'avait qu'une livre. Hélas, que j'en suis étonné, car il nous avait bien sucé. Le peuple, épuisé, ne pleure pas le roi Soleil. Territorialement, Louis a agrandi significativement le royaume. L'Alsace, la Franche-Comté, une partie de la Flandre, toutes ces provinces ont été intégrées. Administrativement, il a centralisé le pouvoir comme jamais. Culturellement, son règne correspond à l'apogée du classicisme français. Mais les guerres ont ruiné les finances et coûté d'innombrables vies. Louis XIV reste une figure fascinante, symbole d'une époque et d'une certaine conception de la grandeur. Son règne représente l'apogée mais aussi les limites de l'absolutisme. Versailles, son chef-d'œuvre, continue de fasciner des millions de visiteurs. Le roi Soleil a brillé avec un éclat qui a éclipsé tous ses contemporains et ses successeurs. Alors que vous glissez doucement vers le sommeil en cette nuit paisible, peut-être entendez-vous encore l'écho lointain des fêtes versaillaises, le murmure des courtisans dans la galerie des glaces, le bruit apaisant des fontaines dans les jardins géométriques. L'histoire de Louis XIV nous rappelle que chaque époque a ses grandeurs et ses misères. Elle nous invite à réfléchir sur le pouvoir, sur la gloire, sur le prix d'une nation pour la magnificence. Merci d'avoir partagé avec moi ce voyage dans le temps. Que ces images d'un passé révolu vous accompagnent dans vos rêves. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, et de vous abonner à la chaîne Le Temps Endormi pour découvrir d'autres récits historiques apaisants. Bonne nuit, et faites de beaux rêves dorés comme Versailles.